Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un contexte un peu particulier, post-élection législative. Les élections dont on peut dire, sans prendre trop de risques, qu'elles ne se sont pas jouées sur les enjeux territoriaux. Et cela doit nous inciter évidemment à poursuivre notre effort pour mieux faire entendre la voix des territoires. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les territoires connectés. Guillaume, tu peux gérer les sons parasites? Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les territoires connectés, est un sujet qui nous a autorisé à ne pas opter pour le modèle hybride. Nous avons choisi lors des dernières séances, donc nous étions en physique au Sénat la dernière fois et en hybride. Nous avions enregistré à peu près 80 participants en virtuel et une quarantaine en physique. Donc nous espérons là, que le chiffre va grimper au fur et à mesure de la séance. Donc nous sommes concentrés sur la visio, une visio pour laquelle nous avons modifié un petit peu le mode de diffusion de nos invitations pour éviter justement les parasites. Nous avions été piratés la dernière fois, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Alors je précise que la recrudescence de Covid à laquelle nous assistons, je pense que vous êtes tous plus ou moins impactés, mais je suis bien le son. Au bureau, a légèrement impacté aussi la programmation de la séance. Il y a eu un remplacement de dernière minute et puis une annulation. Donc nous aurons un intervenant de moins. Alors avant de présenter les intervenants et de laisser la place au sénateur Loïc Hervé qui nous a fait l'amitié de nous accompagner, qui fait chaque fois que le site en territoire organise ces séances. Et je remercie encore pour ça, comme je remercie Jean-Christophe Fromentin pour sa fidélité et sa contribution majeure au sujet de territoire à travers le mouvement qu'il a créé et qu'il préside, Territoire en mouvement, que je suis heureux d'accompagner aussi à ses côtés. Avant de présenter les intervenants, je voudrais, en guise d'introduction, mettre en avant rapidement 3 initiatives qui s'inscrivent dans la réflexion que nous allons conduire aujourd'hui sous 3 angles assez différents, vous le verrez, mais liés par un point commun assez sympathique, qui traduit bien les vertus de la proximité, qui est le premier atout des territoires pour le renouveau de notre vie démocratique. Ce sont les 3 initiatives portées par des bandes d'amis qui ont souhaité ensemble apporter leur contribution à la valorisation des territoires. Alors la première s'appelle Eterna, c'est une plateforme de visite virtuelle de châteaux français et européens, qui a utilisé comme château pilote le château de Josselin en Bretagne, dont le propriétaire Alain Dran-Chabot est un des associés, aux côtés notamment d'Amaury Laurençon et Amélie de Beaumont-Parme. Ils ont un catalogue qui comptera notamment bientôt 200 châteaux à peu près. La plateforme s'appuie sur le casque Oculus, qui a vocation à travailler avec les monuments nationaux, avec la Fondation du patrimoine, et qui va s'appuyer aussi sur la plateforme de métaverse proposée par le leader en France du métaverse, Garou, fondé par Gaspard Giroud. La seconde initiative est née sous le nom de PRS pour créer une monnaie virtuelle capable de se substituer à la monnaie physique dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Dans cette perspective a influencé le nom de cette monnaie qui s'appelle le JO. Une expérimentation devrait voir le jour à Levallois en décembre prochain, donc c'est à suivre. Levallois, dont je rappelle qu'elle est la première commune à avoir dédié une délégation au sein du conseil municipal à la cybersécurité, une initiative qui avait été saluée par notamment l'ANSSI. Voilà, troisième, qui est très différente, une association qui a choisi de prôner le développement contrôlé des atouts offerts par le numérique dans les territoires. L'association Lève les yeux, qui prône un retour à l'attention et un usage modéré des écrans. C'est important de le dire, parce qu'une réflexion sur les territoires connectés peut être aussi assortie d'une réflexion sur le bon usage que nous faisons du numérique. Alors, rapidement, avant de laisser la parole au sénateur Hervé, je vais présenter les intervenants qui nous font l'amitié d'être parmi nous ce soir. Sénateur Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie et président de l'Association des petites villes de France, qui sera suivi par Jean-Christophe Fromentin, dont j'ai parlé, maire de Neuilly, président de Territoire en Mouvement. Nous aurons ensuite 2 témoignages de Caroline Lair, fondatrice de The Good AI et la cofondatrice de Women in AI, intelligence artificielle, suivi par Louise Bautista, qui va nous parler de l'opération Le VPN français, inspirée et créée pour les collectivités territoriales en réponse à la crise du Covid. Donc un sujet qui revient fortement dans l'actualité. Nous passerons ensuite sur le pilier réindustrialisation. Je rappelle que le site en territoire
à cette marque de fabrique d'aborder ces sujets sous 3 angles. L'angle de la décentralisation, l'angle de l'industrie et l'angle de l'innovation. Donc, pour parler de la réindustrialisation, nous entendrons Rémi Paul, conseiller du commerce extérieur de la France, ancien vice-président du groupe Thales, qui nous parlera de la transformation digitale de l'industrie française et de son incidence sur les territoires. Nous entendrons ensuite JNO, qui nous parlera de l'identité des territoires et de leur utilisation dans le marketing digital. JNO est la directrice du planning stratégique de l'agence EPOCA. Enfin, sur le pilier innovation, nous entendrons Philippe Legrand, qui nous fait l'amitié et le plaisir de se joindre à nous, président de la fédération Infranum, dont il présentera évidemment la vocation, les objectifs, et qui nous parlera des nouveaux usages et opportunités de développement économique permis par une meilleure connectivité des territoires. Nous entendrons ensuite Adrien Auger, qui va remplacer Stéphane Duguin, touché par le Covid, directeur des opérations du Cyberpeace Institute à Genève, et qui nous parlera de l'analyse des cybermenaces qui pèsent sur les territoires et les solutions qui peuvent être apportées. Voilà, j'aurai le plaisir de conclure ensuite la séance aux côtés de David Desbon, directeur général de l'agence BBK, qui nous parlera des enjeux territoriaux liés à son activité. Donc, je laisse la place à mon ami le sénateur Loïc Hervé et je jouerai les rôles de médiateur et passerai la parole à chacun au fur et à mesure. Merci encore infiniment à ceux qui nous ont rejoints, à ceux qui nous rejoindront. Loïc, c'est à toi de parler. Bonjour Vincent, bonjour à tous, puis merci à nouveau de me donner la parole dans le cadre de ces rencontres consacrées au territoire. J'avais en mémoire donc la dernière sur les territoires frontaliers, et maintenant consacrer vos réflexions au numérique, c'est quelque chose qui évidemment touche un sénateur comme moi, mais je suis un sénateur qui m'intéresse aux questions numériques depuis que je suis arrivé au Sénat. Vous le savez, je siège à la CNIL, j'ai également eu des fonctions au sein du groupe d'études du numérique dans notre maison, et je travaille aussi avec d'autres collègues élus à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc, si bien que j'ai eu l'occasion d'aborder les différents sujets du numérique, à la fois sous l'angle d'abord des réseaux, ensuite des usages, et enfin sous l'angle territorial, qui est sans doute celui qui nous intéresse le plus ce soir. Et sous cet angle-là, je voudrais vous dire que le moment que nous vivons actuellement, c'est-à-dire cette visioconférence, elle fait appel à des moyens technologiques qui ne rendaient pas ce moment possible. Je suis actuellement dans le département de la Haute-Marne, et grâce aux infrastructures numériques, on peut tout à fait se garer au bord de la route et avoir un moment de rencontre complètement dématérialisé, ce qui était quelque chose de totalement impossible il y a encore quelques années. Et si le déploiement des réseaux numériques a été en France très longtemps conçu sous l'angle de l'égalité des territoires, en disant c'est pas normal que les territoires ruraux, par exemple, aient moins de connectivité que les territoires urbains. Aujourd'hui, je crois que la crise Covid que nous avons vécue, elle a complètement bouleversé le paradigme qui est le nôtre, puisque l'espèce de nouvel exode urbain vers la ruralité, vers la nécessité qu'un certain nombre de professionnels puissent travailler chez eux et limiter un certain nombre de leurs déplacements, le fait que notamment les familles aient envie de profiter d'espaces plus importants, va créer une attente extrêmement forte dans les territoires périphériques et ruraux. Et ceux qui ont préparé cela en avance, ceux qui ont réussi à équiper leur territoire de connectivité forte, ont une supériorité compétitive qui est absolument considérable. Donc en fait, on n'est plus du tout sur la même logique. Il ne s'agit plus simplement de déployer un réseau national comme on a pu déployer un réseau de gaz, d'électricité, d'eau potable il y a encore 50 ans ou 100 ans. Il s'agit aujourd'hui d'aller équiper 99% du territoire national, 99% de la population, ce qui est à peu près la même chose, pas tout à fait, mais quand même. Et donc, il y a vraiment un enjeu extrêmement fort à cette connectivité. Sachant que la France est aujourd'hui, il y a des experts bien plus qualifiés que moi pour en parler, mais il y a dans nos territoires des gens bien plus connectés que d'autres. C'est dû en partie à des choix politiques qui ont été faits, soit de faire soi-même
ces réseaux-là. Je pense notamment aux réseaux de fibre optique qui ont été développés par des réseaux d'initiative publique ou par des grands opérateurs. Je pense à l'opérateur historique ou à des opérateurs qui sont arrivés plus récemment sur ce marché-là. Et je pense aussi à un élément qu'il faut que vous ayez en tête, qui est aussi la question de la couverture mobile et du déploiement de la 4G puis de la 5G, avec des enjeux qui ne sont pas tout à fait terminés. On a eu, vous le savez, je suis un élu de montagne, hein, Vincent, je suis sénateur de la Haute-Savoie. Les enjeux de connectivité sont très importants. La Haute-Savoie est un département qui double sa population à plusieurs reprises dans l'année et où les besoins de connectivité mobile sont extrêmement forts. Il a fallu qu'on utilise, dans le cadre de l'examen de la loi montagne numéro 2, qu'on menace les opérateurs, et notamment l'opérateur historique, d'une forme de gourdin législatif pour qu'on ait le plan qui s'est appelé le New Deal mobile et qui a permis de régler l'essentiel ou de prévoir de manière quasiment totale l'extinction des dernières zones blanches ou grises dans le pays. Comment ça s'est passé dans ce texte de loi? Et c'est important que nous l'ayons en tête, non pas pour rappeler une vieille guerre ou une vieille lune, mais pour montrer que dans le processus législatif, parfois, il est utile d'interroger nos modèles économiques. Quand on arrive quasiment à la couverture de l'intégralité de la population, il faut arriver aussi quasiment à l'intégralité de la couverture du territoire, y compris des territoires qui ne sont pas habités. Vous comprenez qu'en montagne, cet enjeu, il existe parce qu'il y a des stations de sport d'hiver, parce qu'il y a l'été, tel ou tel circuit touristique qui passe par un territoire. Eh bien, moi, j'ai déposé au Sénat un amendement qui a été adopté par le Sénat qui proposait d'imposer l'interopérabilité des réseaux mobiles. Concrètement, quand vous allez à l'étranger, votre mobile, il ne se pose pas la question de savoir quel est le réseau qu'il va prendre. Il va prendre le meilleur réseau et puis il va passer d'un réseau à l'autre. Vous allez en Italie, vous allez en Suisse, vous allez n'importe où. Et puis après, il y a j'imagine une facturation d'opérateur à opérateur qui fait que vous aurez une possibilité d'avoir cette interopérabilité qui est totale. En France, ça n'existe pas. Si vous êtes client d'Orange, vous n'allez jamais basculer sur le réseau d'SFR ou sur le réseau de Free ou sur le réseau de Bouygues. À aucun moment. Cette interopérabilité, elle aurait permis, en tout cas, de régler le problème des zones grises, puisque toutes les zones grises seraient devenues zones blanches, et pour les zones blanches, d'imposer qu'un opérateur y aille. Cet élément-là, il a remis en cause quelque chose qui est très important chez les opérateurs mobiles, qui s'appelle la concurrence par les infrastructures. Tout notre modèle économique de la couverture mobile dans le pays s'est développé là-dessus. On a développé de manière parallèle 3, voire maintenant 4 réseaux qui sont concurrents les uns des autres. Et en fait, si on mettait en place cette interopérabilité, on allait faire sauter cette concurrence. Si bien que les opérateurs, sous l'égide de l'État, se sont mis d'accord pour équiper le territoire. Et nous sommes en train de faire disparaître les dernières zones grises et zones blanches. Voilà, donc c'est vraiment des sujets qui sont des sujets importants. Pour moi, il y a évidemment, je ne pourrais pas ne pas l'évoquer, il y a un sujet d'infrastructure, je l'ai évoqué longuement, il y a un sujet d'usage. On est à la préhistoire de ce que la connectivité mobile ou de la connectivité fibre optique va nous permettre d'avoir comme application dans notre vie. On en est à la préhistoire, mais on en a déjà bien conscience. Et le troisième élément, et ça ne vous surprendra pas que je l'aborde, c'est l'élément des libertés publiques, puisque c'est un nouveau champ qui nous permet à la fois de réinventer la démocratie, de réinventer les relations entre fournisseurs et clients, mais c'est aussi un enjeu il y a vraiment, je dirais, un enjeu de régulation extrêmement fort parce que c'est l'endroit aussi de toutes les perversions et de tous les risques. Le Sénat travaille actuellement sur l'exposition des enfants aux images pornographiques. On pose la question du droit à la déconnexion, de l'intrusion dans la sphère privée, de la formation des personnes aux enjeux numériques, des enfants en premier, mais aussi de tout un tas de nos concitoyens qui sont complètement oubliés par le numérique. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, des handicapés du numérique, qui, pour des raisons cognitives, des raisons linguistiques, des raisons sociales, ne sont pas connectés à ce qui nous permet là de nous parler les uns aux autres, mais qui à aucun moment dans leur vie n'ont cet élément qui rentre en ligne de compte. On pense que l'électronisme concerne
entre 5 et 6 millions de personnes en France. C'est un enjeu absolument considérable en termes d'égalité sociale. Et donc, moi, je vous remercie. Je te remercie, Vincent. Je remercie le club de vraiment se pencher sur cette question-là. C'est vraiment un enjeu absolument majeur. Et je vais être très curieux de pouvoir écouter les uns et les autres et de pouvoir m'enrichir de vos différentes présentations. Et je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup, Loïc. Est-ce qu'on m'entend ou pas? C'est bon, ouais. Merci beaucoup, Loïc, pour cette introduction qui pose bien l'ensemble des enjeux. Donc, je cède la place à Jean-Christophe Fromentin, qui a beaucoup travaillé sur la question, sur l'impact de la connectivité, sur la relation des territoires, sur la démocratie locale. Ce sont des questions essentielles dont il a beaucoup parlé en tant que président de Territoire en Mouvement. Donc, je lui laisse la parole. Jean-Christophe, c'est à toi. Ok, écoute, merci Vincent d'ouvrir ce vaste sujet qui a plein de composantes. Loïc Hervé en a abordé quelques-unes. Il y a des composantes bien sûr technologiques, il y a des composantes politiques, il y a des composantes d'aménagement du territoire, il y a des anticipations aussi à imaginer. Voilà, si on prend un petit peu le sujet large, on peut dire qu'on est devant un nouveau mode de société qui va se redistribuer. Je pense que pour nous, acteurs politiques, c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est-à-dire que la révolution industrielle a concentré, elle a reconcentré, parce qu'il y avait une notion de masse critique qui était essentielle. Masse critique pour construire une usine, masse critique pour justifier l'existence d'un supermarché, d'un hôpital ou d'une école. La masse critique était vraiment le sous-jacent économique de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on revient à un modèle plus distribué, plus éclaté, parce que le principe même de la technologie, c'est finalement un système en réseau. J'étais la semaine dernière, on faisait une conférence avec Jean Viard, qui va même jusqu'à dire la ville est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, puisque, en fin de compte, la vie s'est construite sur des réseaux. Elle ne se construit pas forcément dans cette idée de concentration, sauf quand elle est imposée par les religions ou par la guerre, à ce qu'on se concentre. Mais la société, elle se construit par, finalement, l'effet d'irrigation des réseaux. Et je pense que les exodes urbains qu'on connaît, on en connaît en France, mais j'avais fait il y a quelque temps un tour du monde pour m'intéresser à ça, ce sont des éléments qui démontrent finalement cette nouvelle liberté auquel les uns et les autres accèdent. Et autant l'exode rural a été un mouvement contraint, l'exode urbain est un mouvement libératoire qui marque aujourd'hui profondément la sociologie. Beaucoup de travaux sont intéressants à regarder là-dessus, parce qu'ils confirment en fin de compte ces tendances et cette ontologie d'une nouvelle distribution. Le télétravail vient abonder en fin de compte aussi ce mouvement. Donc, on a une connectivité qui vient stimuler cette distribution, cette redistribution de la vie sociale et de la vie économique. Maintenant, il faut faire attention au fait que, effectivement, comme ça vient d'être dit, probablement on va avoir des accélérations en termes de connexion par d'abord les politiques publiques qui sont menées, par les politiques qui sont menées par les collectivités territoriales, par la technologie. J'étais il y a quelque temps dans une région du Jura où plusieurs entreprises et plusieurs particuliers se sont associés pour avoir l'Internet par satellite avec des propositions finalement extrêmement intéressantes, plus performantes que les solutions câblées qui tardent à venir. Donc la technologie, elle va rapidement permettre de se connecter où on veut, quand on veut, avec des débits assez considérables. Mais voilà, il faut reconnecter aussi les infrastructures réelles. Et il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment aux États-Unis, sur la mise en parallèle de la connexion numérique et des infrastructures. C'est-à-dire que si on dit aux gens, vous avez la liberté d'aller vivre dans la Creuse, effectivement, on a le haut débit au fin fond de la Creuse, mais on n'a plus de route, plus de gare, plus d'hôpitaux, l'école à 100 km, on va créer une énorme frustration. Et donc, la connectivité, elle appelle aussi à ce qu'on se réinterroge par l'effet distributif ou redistributif qu'elle provoque, qu'on se réinterroge sur les infrastructures.
Si on met le haut débit dans la montagne, mais on ferme les routes, les autoroutes et les gares, on va créer d'abord une technologie pour les happy few qui pourront se payer un chalet connecté et c'est tout. Donc, on a un véritable enjeu politique où on pense aller vers une société qui va se distribuer. Et moi, je pense que c'est extrêmement important si on veut refertiliser toute la diversité de notre géographie, et ce sont nos atouts à la fois économiques et sociaux. Mais si on le fait qu'avec du numérique, en abandonnant ce qui a été abandonné depuis des années, c'est-à-dire les politiques d'aménagement du territoire, on va créer cette terrible frustration. Les crises sociales type Gilets jaunes, elles naissent en partie de cette frustration. Quand on voit des néo-ruraux arriver, se connecter, être en télétravail, et que la famille qui habite là a une maternité qui est maintenant à 120 ou 130 km, ben on crée finalement des nouvelles fractures territoriales liées à une modernité asymétrique. Donc moi, je pense qu'on a, dans cette connectivité et dans le sujet que vous évoquez, hein, à juste titre, de démocratie locale, on a vraiment à faire attention à l'équilibre de ce développement. Je crois que c'est un développement formidable parce que justement, on va desserrer les taux urbains et on va réinvestir les villes moyennes, les villages, etc. Mais il faut le faire avec une certaine anticipation, une certaine programmation et une certaine logique. Si on le fait de manière désordonnée en disant « Hurrah, on met la fibre, on est sauvé », on va avoir un système qui pourrait être bancal. Et je ne suis pas convaincu aujourd'hui que les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce développement harmonieux et il faut faire extrêmement attention à ça. Ensuite, voilà, il y a trois déterminants qui vont accélérer ce développement. Le déterminant un peu ontologique, je l'évoquais, il y a une envie de liberté extrêmement fort. On le constate en France, on le constate partout. Beaucoup de sociologues travaillent dessus et confirment cette ontologie de la liberté de vivre là où on rêve de vivre et du fait que le travail, la consommation va venir à nous, alors que jusqu'à présent, on allait vers avec cette idée de masse critique. Il y a un deuxième élément qui est l'accélération technologique. Tu parlais dans l'introduction du métaverse et de cet Internet 3, de cette nouvelle génération d'Internet qui mêle la 3D à l'IA avec des nouvelles formes d'IA aussi qui arrivent. La convergence de cette nouvelle vague technologique va renforcer cette possibilité de se décentrer comme on le fait en ce moment tous, en étant dans une même réunion, mais en étant décentré par rapport à une géographie, en ayant choisi la géographie qui nous plaît, qui est à la montagne, qui est sur la route, moi à Neuilly, et vous, je ne sais pas où, mais en tous les cas, la technologie, elle va stimuler encore ça, et ça pose quelques sujets aussi à anticiper. Moi, je travaille en ce moment sur un projet de recherche sur l'avenir du secteur tertiaire et des quartiers d'affaires, dont on voit bien qu'ils vont aussi vivre d'une certaine manière ces nouveaux processus de déploiement qu'on va pouvoir probablement comparer aux chaînes de valeur qu'il y a eu dans l'industrie. Et moi, je suis convaincu qu'on aura des chaînes de valeur tertiaires qui vont participer de cet éclatement et de cette distribution. Et puis, on a un troisième élément qui est assez compliqué à étudier, mais qu'on commence à regarder, c'est l'impact économique. Parce qu'en fin de compte, tous ceux qui travaillent sur le coût économique de la transition énergétique disent bien, et on discutait de ça la semaine dernière chez France Stratégie, disent bien qu'on ne pourra pas financer la transition écologique avec le modèle de société dans lequel on est. C'est-à-dire que si on veut décarboner la manière dont on vit sans la changer, les coûts de décarbonation seront incompatibles avec finalement les équilibres économiques, pouvoir d'achat, prix de revient des biens qui sont produits, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il va falloir faire muter notre modèle de société de telle manière à finalement asseoir un financement équilibré de la transition écologique. Et ça appelle un nouveau mode de société. Et là, on a certainement, dans ce sujet territoire et numérique, les germes d'un système de financement, parce qu'on voit bien si les gens se descendent, s'ils vivent là où ils veulent vivre, on a des coûts d'habitat qui vont se réduire, parce que là, il y a une inflation immobilière liée aux très grandes villes. On va avoir des circuits courts qui peuvent prendre le relais. Donc, le numérique peut participer finalement de l'éclosion d'un modèle économique nouveau qui sera plus à même à finalement rendre soutenable
la soutenabilité qu'on veut par la transition écologique. Voilà, c'est des sujets qu'on ne peut pas approfondir parce qu'il faudrait bien entendu plusieurs heures pour les approfondir, mais ce que je veux dire, c'est vraiment ces 4 choses. 1, attention à ne pas créer une nouvelle fracture, une nouvelle dissymétrie entre un tout numérique qu'on souhaite, mais avec un abandon des infrastructures physiques qui sont quand même aujourd'hui en attrition, en difficulté dans notre aménagement du territoire. 3, 2, on a un sujet très proche de l'envie des gens, il faut le canaliser et bien le comprendre. Et ça, c'est pour nous un sujet politique où les gens veulent vivre et comment ils veulent vivre avec des maisons individuelles, avec des jardins, avec un barbecue, avec une terrasse. Et donc ça, c'est un sujet qu'il faut totalement bien comprendre pour que la politique, au sens noble du mot, aille dans ce sens-là. Un sujet d'anticipation sur les convergences technologiques qui naissent de cet nouvel environnement dit Web 3.0 et un sujet économique, c'est-à-dire que les centaines de milliards qu'il va falloir assumer dans la décarbonation de notre projet de société, il faut construire un modèle dont le numérique sera un des outils, mais pas la fin, un outil qui permette de le faire. Voilà, c'est des sujets à faire converger, mais des sujets dans lesquels le territoire connecté, comme tu l'as proposé dans le thème, est bien entendu central et essentiel. Voilà, écoute, vous voyez qu'il y a 10 minutes, donc je veux rester dans les purs parce qu'il y a d'autres intervenants, mais je crois que c'est, comme l'a fait Loïc, une manière de poser le problème et qu'en tous les cas, dans cette réunion, chacun en mesure les enjeux et je ne doute pas, cher Vincent, qu'il y aura d'autres moments plus focus ou plus spécialisés qui permettront d'aller sur tel ou tel sujet. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci beaucoup et je tiens à saluer encore une fois la réflexion qui est conduite autour de toi dans le cadre de Territoire en Mouvement, qui est probablement en France aujourd'hui l'initiative la plus aboutie, la plus complète et celle qui porte le plus l'ambition des territoires aujourd'hui dans notre pays. Alors on va entendre maintenant 2 témoignages, donc on va rendre un peu plus concret avec l'intervention de Louise Bautista et de Caroline Lair. On va commencer avec Louise Bautista, qui va nous parler d'opération Le VPN français, je le disais, inspiré et créé pour les collectivités territoriales en réponse à la crise du Covid. Louise est la directrice commerciale de The Greenbow et secrétaire générale du Club français de la crypto-monnaie. Donc je l'invite à parler. Donc le temps des témoignages est plus court, c'est 5 minutes pour chaque témoignage, donc 5 minutes pour Louise et 5 minutes pour Caroline. Louise, nous t'écoutons. Parfait, merci et bonjour à tous. Merci d'écouter mon témoignage. Je vais essayer d'être brève et du coup de remettre un peu le contexte de cette opération, le VPN français et l'historique qui est très fortement marqué par justement une réflexion sur les territoires chez nous. Donc, The Greenbow, c'est un éditeur de logiciels français, donc une PME, qui crée des solutions VPN donc pour sécuriser les connexions. Déjà pour remettre, on va dire, le contexte de ce que nous faisons, puisque nous faisons uniquement ce client VPN. Ce qui s'est déroulé, c'est qu'il y a eu donc cette crise Covid et The Greenbow était historiquement impliqué sur les sujets de souveraineté numérique dans plusieurs organisations comme l'Alliance de confiance numérique ou Exatrust ou le CLUSIF ou encore la Cyber Task Force et donc avait énormément de discours à propos de partenariats technologiques industriels en France et de souveraineté numérique de manière plus globale. Quand on a vu l'impact qu'allait avoir la transition forcée vers le télétravail, on s'est dit qu'au-delà des discours, notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'était d'aller plus loin que des paroles, d'aller sur des actes et de faire en sorte que finalement, nous puissions faire quelque chose envers ceux qui allaient être le plus touchés. On n'a pas fait de distinction. On a fait une opération solidarité Covid qui s'adressait autant aux entreprises qu'aux entités du service public. Nous, historiquement, nos clients, c'était vraiment des ministères et des industriels de défense. Au-delà de ça, on n'avait pas énormément d'autres typologies de clients. Et puis, en fait, en faisant cette opération solidarité Covid, comme on était le seul client VPN avec des visas de sécurité reconnus par l'ANSSI, on a été sollicité très vite par énormément de communes, énormément d'hôpitaux et énormément de métropoles, de lycées. Et c'était là, en fait, des entités qu'on n'avait jamais adressées auparavant. On ne les connaissait tout simplement pas.
Très vite, on s'est aperçu qu'en fait, si on ne les avait pas adressés auparavant, c'est parce que très clairement, pour eux, le fait d'avoir un visa de sécurité, même par l'Agence nationale finalement de cybersécurité, donc c'est-à-dire par l'ANSSI, n'était pas en fait atteignable dans la plupart des cas pour des questions budgétaires. Donc, l'opération Solidarité Covid, c'est quelque chose qu'on a fait quelques mois, qu'on ne pouvait pas faire durer éternellement. Donc, je crois que ça a duré à peu près entre 6 mois et 9 mois. Et on s'est dit, pour ne pas couper cet élan-là, il faut qu'on aille faire quelque chose de concret, là encore pour ne pas juste parler de souveraineté numérique, mais en fait, en tant qu'entreprise, prendre ses responsabilités. Et on a décidé de mettre en place donc, notre client VPN certifié par l'ANSSI à moins d'1 € par mois par poste pour toutes les entités du service public français qui en font la demande. Donc, c'est un gap énorme en termes de prix. Et c'est quelque chose qu'on a réalisé et dont on est très fiers parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de travailler avec des communes éparpillées un peu partout dans la France, de sécuriser les connexions de certaines écoles, de certains hôpitaux. Et donc, c'est des cas d'usage qu'en fait, on n'avait pas forcément, mais qui sont pour autant aussi finalement sensibles que ce qu'on peut avoir parfois au sein de certains ministères. Rien que pour donner un exemple concret de ce que signifie sécuriser les connexions dans le cadre médical, lorsqu'on parle des hôpitaux, ça veut dire qu'en fait, on va sécuriser les tablettes lorsqu'il y en a pour donner les informations des patients. Donc, je ne veux pas dire que le client VPN sauve des vies, mais en tout cas, en fait, il fait partie c'est une petite brique qui va permettre en fait d'avoir déjà une stabilité de connexion pendant le moment là où le malade va être transporté dans l'ambulance, et puis en fait d'arriver avec du coup des données patients qui sont pour le coup très sensibles, qui sont sécurisées, qui ne peuvent pas être hackées par un tiers malveillant. Donc voilà, pour donner un exemple, on va dire vraiment concret d'une réalisation, je vais arriver à la fin de mon temps de parole et du coup, je voulais quand même ne pas parler uniquement de The Greenbow, mais dire qu'à cette époque-là, ça avait été un effort, on va dire, général qui avait été fait. C'est-à-dire que notre opération Solidarité Covid, c'est quelque chose qui a été repris et fait par d'autres startups, d'autres entreprises. Tout ça avait été répertorié par France Digital à l'époque et relayé après même par divers en fait, personnalités publiques. Et en ce qui concerne vraiment l'opération de VPN français, même si c'est une décision collective qu'on avait prise en équipe, qu'on a débattue et construite en équipe, c'est quand même quelque chose qui a été soutenu par tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est entre guillemets une petite PME, on est revendu par tous les grands cabinets en fait, de consulting et des revendeurs industriels français. Et eux, habituellement, ils revendaient déjà nos produits avec, on va dire, des marges qui forcément étaient plus conséquentes puisqu'on ne parlait pas de moins d'1 € par mois par poste. Et donc, eux se sont engagés, ils ont signé une charte en disant qu'ils avaient un agrément VPN français, ce qui fait que finalement, je parle d'effort de guerre partagé, parce que c'est vraiment ce que je ressens commercialement, c'est que finalement, avec tous ces partenaires-là, en faisant un sacrifice sur nos prix, on a réussi à adresser des communes qui jusqu'ici n'étaient pas sécurisées par des produits labellisés par l'ANSSI, parce que justement, ils n'en avaient pas les moyens. Voilà, donc j'espère que mon témoignage ira dans le sens où je vois très bien qu'on a plusieurs interventions sur plus de numérique et c'est une réalité, mais il ne faut surtout pas oublier le côté cybersécurité, de la même façon qu'en fait il faut travailler, je pense, main dans la main, entre pouvoir public et entreprises socialement responsables également des conséquences de leurs actes. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Oui, tu as raison de souligner cet effort en matière de cybersécurité. Alors, à l'origine, l'intervention de Louise était prévue après l'intervention de Stéphane Duguin, le directeur général du Cyber Peace Institute, qui va lui aussi évoquer, celui qui le remplace, Adrien Auger, va évoquer aussi l'importance de cette question à l'échelle internationale. Mais c'est essentiel, évidemment, d'aborder la question. Alors, je donne la parole à Caroline Lair maintenant. Merci encore, Louise. Caroline qui va nous parler de la place de l'intelligence artificielle dans la gestion des territoires pour clore ce premier pilier de décentralisation. Donc, je rappelle que Caroline Lair est fondatrice de The Good AI et cofondatrice de l'association Women AI, dont je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline, d'être des nôtres ce soir. Merci Vincent. Bonjour, bonsoir à tous, ravi d'être ici. Alors en quelques mots, nous ce qu'on fait à The Good AI, c'est qu'on réunit des experts en intelligence artificielle du monde entier
on a 120 startups, on a 140 talents individuels et ils ont tous en commun en fait d'utiliser des technos d'intelligence artificielle pour adresser les objectifs de développement durable, en particulier toutes ces problématiques ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et on est en train donc on se focalise sur 5 domaines en gros d'action, tous les sujets climat, protection de la biodiversité, les sujets de circularité, les sujets aussi de droits humains et tous les challenges autour du tracking de ces données ESG. C'est aujourd'hui un gros problème pour les grands groupes. Et donc, on les accompagne. En fait, on accompagne un certain nombre de grands groupes, pas mal dans le domaine FMCG. Il y a des sujets aussi Smart City et on les met en relation du coup avec nos experts start-up et talents individuels. Et alors, moi, j'avais envie d'un peu, du coup, la gestion des territoires, j'avais envie de parler de Smart City aujourd'hui avec vous, parce que c'est vrai que les villes utilisent déjà de l'intelligence artificielle depuis un bon bout de temps. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement chez The Good AI, c'est justement comment l'intelligence artificielle peut fournir des outils pour soutenir les politiques urbaines et les politiques publiques, du coup, dans leur effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la transition écologique des villes en les rendant plus intelligentes. Et puis, il y a aussi d'autres sujets qui sont moins climat, mais des sujets, on vient de parler de cybersécurité, des sujets de sécurité dans les villes. Il y a quand on parle d'intelligence artificielle, il y a ces fameux sujets de surveillance et de respect de la vie privée qui sont des sujets qui nous sont chers aussi. Moi, pour la petite histoire, avant de monter The Good AI, je travaillais chez Snips. Et Snips, on faisait de la reconnaissance vocale en embarqué. Ça fait un peu gros mot, mais en gros, on travaillait sur des solutions d'assistants vocaux qui soient private by design, donc en fait, qui ne stockent pas de la donnée utilisateur. Donc, c'est aussi, on essaye aussi dans notre travail au jour le jour de vraiment toujours utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Et je vous donnerai un petit exemple. Rapidement, pour juste resituer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Hein. Donc, en fait, finalement, c'est des systèmes, des logiciels, c'est des machines en fait qui ont cette capacité de traiter un grand volume de données et de manière très rapidement. Et plus précisément, ce qu'ils peuvent faire, donc c'est un peu imiter l'intelligence humaine et par là mesurer, identifier des tendances, recommander, faire des recommandations, par exemple, optimiser des process et puis également prédire des scénarios à partir, donc encore une fois, de plein de data. Donc, au niveau de la Smart City et de la recherche, par exemple, de réduction des émissions carbone dans les villes, le machine learning, par exemple, ça peut avoir des cas d'usage au niveau de la gestion des bâtiments. Ça peut permettre d'aider à sélectionner des stratégies qui soient adaptées aux bâtiments individuels dans leur transition écologique, en modélisant, par exemple, les données sur la consommation d'énergie. Ça peut également contribuer à la mise en œuvre de ces stratégies via des systèmes de contrôle intelligents qui vont permettre de mesurer et d'optimiser aussi. Donc, on est toujours sur ce thème de mesurer et d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Il y a des cas d'usage aussi au niveau de la planification urbaine. Le machine learning, ça peut être utilisé pour collecter et donner un sens à différents types de données, comme des données satellites ou des données laser qui vont permettre d'informer les décideurs politiques et les aider à planifier correctement. Et puis, oui, aussi, le machine learning, ça peut aider à coordonner différentes infrastructures de villes et de services aux habitants, toujours dans cette logique d'optimiser les émissions carbone. Par exemple, ça peut coordonner le chauffage urbain, les réseaux de refroidissement, la production d'énergie solaire, les bornes de recharge pour les véhicules et les vélos électriques. Donc, c'est tout autant d'infrastructures qu'il faut coordonner ensemble pour vraiment arriver à encore une fois, optimiser les émissions carbone. Je vous ai parlé de surveillance tout à l'heure. Donc, un autre sujet, par exemple, on travaille avec une start-up qui développe une techno de computer vision. Donc, le computer vision, c'est la reconnaissance d'images. Et ils utilisent donc cette techno-là dans les espaces publics donc pour différents cas d'usage. Ça peut être de la surveillance pour la sécurité, ça peut être de l'analyse de consommateurs dans des shopping malls. Et en fait, ils ont une techno d'IA qui leur permet d'analyser les flux vidéo, mais de les transformer en statistiques et donc d'absolument pas stocker de données individuelles biométriques sur les individus. C'est encore une fois du private by design computer vision. Donc ça, c'est un sujet très important j'imagine, pour les villes.
Un autre exemple, et je finirai par là, qui peut faire un peu rêver aussi, que nous on aime bien chez The Good AI, quand on pense à la ville, on pense aussi à la manière dont on peut réintégrer du vert dans les villes, comment on peut réintégrer potentiellement de l'agriculture dans les villes. Et on a une startup de notre communauté qui travaille sur un projet très très excitant. C'est un peu la pépite de Vivatech. Qui s'appelle Interstellar Lab d'ailleurs, et qui travaille sur des serres dans lesquelles on peut cultiver n'importe quel type de plantes, donc des serres qu'on peut avoir dans des villes, et en fait ils utilisent l'intelligence artificielle pour aller reproduire des conditions climatiques de n'importe où dans le monde, dans cette mini serre, et tout ça en étant complètement autonome en termes d'énergie. Donc, c'est aussi un autre exemple de la manière dont on peut finalement aujourd'hui aller utiliser l'intelligence artificielle pour faire des villes plus vertes. Ouais, je suis allée un peu vite, mais c'était pour vous donner quelques idées de cas d'usage. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Merci beaucoup, c'est parfait. Tu as tenu parfaitement comme Louise le temps. Merci infiniment pour ces exemples très concrets et effectivement excitants qui donnent de belles perspectives et qui montrent que la France fourmille aussi d'idées pour améliorer la vie des territoires. Tu as parlé de la Smart City, effectivement, c'est un concept clé qui est évidemment très à la mode. Tu as parlé aussi du salon Vivatech qui s'est tenu la semaine dernière et auquel j'ai participé également et qui montre encore une fois que la France fourmille de talents. Alors merci beaucoup Caroline. Je demande à Guillaume s'il y a des questions qui ont été posées par les participants dans le chat, et j'avais oublié de proposer d'ailleurs aux participants de poser des questions dans le chat au fur et à mesure des interventions. Guillaume, est-ce qu'il y a eu des questions jusqu'à présent ou on peut Pas pour le moment, je te propose de continuer. Si jamais vous avez des questions sur les premières interventions, posez-les après et on prendra le temps d'y répondre. Alors parfait, merci beaucoup. Donc je vais... Vincent, ton micro est coupé? D'accord. Juste un petit instant. Voilà. Vincent est un père de famille et il a des enfants. Bien sûr, on l'avait. Les aléas du direct. Donc, nous avons fait le tour du premier pilier donc, dédié à la décentralisation. Nous allons aborder maintenant l'angle de la réindustrialisation et je vais donner la parole à Rémi Paul, qui donc, est un ancien vice-président du groupe Thales. Donc, on a parlé de start-up avec Caroline, on va parler de grands groupes et de la transformation digitale de l'industrie française et son incidence sur les territoires. Donc, je vais lui céder la parole. Est-ce que Rémi est parmi nous? Oui. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Rémi. On t'entend parfaitement bien. Bon, très bien. Maintenant, on te voit. Formidable. Bon, super. Donc, merci de m'avoir demandé d'intervenir. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler chez Thales pendant plusieurs années. Alors, effectivement, Thales, Thales est dans son élément naturel pour ce qui concerne la digitalisation. Ce n'est pas une des entreprises industrielles qui aura le plus de mal à passer à l'ère de l'industrie 4.0. Je pense qu'en introduction, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Covid et on voit que le Covid est un accélérateur pour les entreprises et pour les territoires dans cette transformation digitale. Alors, c'est vrai que du point de vue des entreprises et du point de vue des territoires, il y a deux problématiques un peu différentes. Je pense que pour les entreprises, le digital, c'est clairement une question de survie. C'est une question d'adaptation et de compétitivité dans un environnement international qui va être de plus en plus marqué par la transformation digitale, où d'autres ont commencé plus tôt que nous et où il est urgent effectivement de rattraper peut-être le léger retard que nous avons eu au démarrage. Pour les territoires, c'est une problématique différente, c'est une question d'attractivité. Parce qu'effectivement, on l'a dit, à la fois il y a un redéploiement, mais il y a aussi une compétition entre les territoires, une compétition en termes d'offres diverses pour recevoir ces industries. Mais dans les deux cas, on voit bien que le mot-clé, c'est la concurrence. Alors, je pense que dans un premier temps, il est important de faire un état des lieux peut-être de la transformation digitale des industries en France. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais j'ai lu cette étude
qui en mars 2022 a été publiée par YouGov, Handelsblatt et Les Échos, et qui est intéressant dans le sens où elle montre que la France, déjà, est un peu en retard globalement par rapport aux autres pays européens. Ça n'est pas un problématique dramatique, mais je pense que ça doit appeler une grande vigilance de la part des décideurs. Et l'article, enfin cette étude titrée au sujet de la France, un passage à l'acte encore difficile. Et en effet, quand on regardait, on s'apercevait que 27% des entreprises interrogées en France avaient bien mis sur pied une stratégie digitale, mais que seulement 4% d'entre elles avaient initié cette stratégie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord que dans un premier temps, les grandes entreprises, on parlait de Thales, plus que les TPE, PME, ont pris le train de la transformation digitale. Là aussi, c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant, de manière à ce que certains ne restent pas sur le côté de la route. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les TPE, PME sont beaucoup plus sensibles aux freins qui ont été constatés à la transformation digitale. Ces freins, brièvement, on peut les rappeler, ce sont bien entendu les coûts. C'est un argument qui revient très souvent, qui est invoqué à 58% par les entreprises françaises interrogées dans cette étude, contre 35% en Europe. C'est aussi le temps que l'on a consacré à la transformation digitale. Et enfin, c'est le sujet de la sécurité informatique dont vous avez parlé, et qui est bien entendu un sujet crucial pour les entreprises. Cette étude pointe bien que les entreprises industrielles aussi ont intégré les apports potentiels de la digitalisation. De ce point de vue-là, c'est un aspect très positif. Elles ont bien identifié tous les outils. La fabrication additive, la réalité augmentée, qu'elle soit mixte ou virtuelle, l'analyse massive des données, la blockchain pour la sécurisation, le cloud pour le stockage, les jumeaux numériques pour la simulation des process et leur optimisation, l'Internet des objets, les capteurs, la multiplication des capteurs pour une collecte de données toujours plus importante, l'intelligence artificielle qui permet une automatisation qu'on appelle next generation, et puis la robotisation. Donc tous ces outils sont bien appréhendés, sont bien identifiés. Néanmoins, l'étude révèle aussi la persistance d'un scepticisme sur les apports réels des différentes technologies. Alors pourquoi ce scepticisme? Un scepticisme qui vient d'abord du foisonnement de l'offre, foisonnement des solutions, un grand nombre d'offres, grand nombre de plateformes qui elles-mêmes sont en cours d'élaboration. Alors c'est aussi la vitalité du secteur, c'est aussi la vitalité de ce secteur digital, mais c'est aussi sa complexité pour les donneurs d'ordre qui ont du mal à identifier les bonnes solutions et qui ont du mal à en identifier le coût, que ce soit le coût d'achat, mais aussi le coût de maintenance. Surtout si leur taille est réduite. C'est un véritable problème qui se pose aux entreprises françaises. Alors, par rapport à ça, qu'en est-il des territoires et de l'incidence de la digitalisation des entreprises françaises industrielles par rapport à cela? En premier lieu, les territoires sont également confrontés aux défis de la digitalisation. On en a parlé tout à l'heure à travers tout ce qu'on appelle l'e-government, les smart cities, et la problématique pour ces collectivités territoriales de l'identification des bonnes stratégies d'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord le choix des outils, là aussi, par rapport à un foisonnement d'offres. C'est aussi, et ça c'est la particularité de la problématique des territoires, c'est la définition du niveau pertinent de coordination et de mise en place des stratégies de digitalisation. Et on voit de ce point de vue-là en France le rôle très important qui est joué par les intercommunalités. Est-ce que c'est le niveau pertinent? C'est probable, mais là aussi, il y aura forcément, je pense, une compétition et ça ne sera pas forcément vrai partout. En second lieu, les territoires comprennent bien les opportunités que leur offre la période que nous vivons après le Covid et dans le contexte international que nous connaissons. Et quelles sont les conséquences du Covid? On l'a déjà parlé, et de la situation internationale. C'est la problématique souveraine qui entraîne relocalisation industrielle dans les territoires, une possibilité de voir différemment le travail et d'impliquer beaucoup plus dans nos façons de travailler les outils digitaux. Donc, c'est aussi un accent croissant mis sur le développement durable, et là aussi les interlocuteurs en ont parlé, et du point de vue du développement durable, la digitalisation est clairement une réponse à ce challenge. Pourquoi? Parce qu'elle offre aux entreprises des outils qui permettent de mesurer les consommations, de mesurer la captation de ressources naturelles, de mesurer la demande et de mieux l'adapter
dans un process industriel maîtrisé sur lequel on a des données qui sont exploitables, la maintenance préventive aussi, c'est une source d'économie. Tout cela, ce sont des sujets sur lesquels la digitalisation intervient. Donc, on voit bien que la relocalisation est facilitée par la montée en compétitivité des entreprises industrielles que facilite la digitalisation. On voit bien que le développement durable est rendu plus facile par la digitalisation qui permet de suivre de manière plus fine les consommations, mais aussi les rejets, et peut-être aussi de mieux se coordonner justement avec les territoires sur ces sujets, puisque ce sont les territoires qui, en premier lieu, sont en charge de la gestion des ressources et de la délivrance de ces ressources, elles-mêmes souvent au travers de partenariats avec des sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés industrielles, mais qui sont des sociétés de services, où là aussi, se sont déjà mis en place des partenariats publics-privés précisément pour la digitalisation de ces services. Et on revient sur la logique des smart cities et on revient sur la logique de la digitalisation des territoires et de l'offre. Donc, on voit qu'effectivement, grâce à la digitalisation, les entreprises vont être mieux à même de modéliser leurs process, mieux à même de tracer leur production, d'optimiser leur processus de production, le recyclage aussi. Tout cela, ce sont des éléments positifs qui correspondent aussi aux attentes des territoires. Enfin, quelles sont les attentes des industries vis-à-vis des territoires? D'abord, je pense que les entreprises, comme on l'a dit, comme l'a dit M. Fromentin, très clairement, ont besoin de disposer d'infrastructures numériques adaptées à leurs besoins. Donc, les entreprises industrielles vont être exigeantes sur les infrastructures existantes. Alors, bien entendu, les infrastructures physiques, on en a parlé, mais bien entendu, surtout les infrastructures numériques quand on parle de digitalisation. Le deuxième aspect est l'exigence des entreprises, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est la nécessité de disposer de ressources humaines bien formées. Et je pense que dans toutes les études sur la digitalisation, on voit apparaître la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre qui soit formée à ces nouvelles technologies, qui soit formée à la mise en place, à la recherche aussi des nouvelles solutions, à la maintenance et à l'évolution de ces solutions. Et de ce point de vue-là, il y a aussi, je pense, une vraie vigilance à apporter à ce problème. Il faut bien s'assurer que les territoires travaillent main dans la main avec les industriels dans la définition des besoins des industriels par rapport aux évolutions et à la mise en place de la digitalisation. C'est clairement un effort qui doit être consenti et qui ne peut être réussi qu'à travers un véritable partenariat entre les industries et les territoires. En conclusion, je dirais que ces attentes, si elles sont satisfaites, elles permettront aussi, et c'est la contrepartie de l'implantation des industries dans les territoires, elles permettront de maximiser la contribution des entreprises industrielles à l'attractivité des territoires. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, par cette collaboration, par ce partenariat, on aboutira dans les territoires à des meilleures infrastructures numériques, à de meilleurs réservoirs de main-d'œuvre, mieux formés par rapport aux besoins des entreprises industrielles. Et enfin, on l'a dit aussi, et c'est important, à une meilleure gestion des problématiques environnementales grâce à la mise en place de l'industrie 4.0 qui permettra aux entreprises de mieux suivre et de mieux contrôler leur processus de production et de les adapter aux nouvelles contraintes. Sous cette condition, la démarche partenariale coordonnée, si elle est coordonnée au bon niveau territorial pertinent, apportera très certainement une contribution très positive. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup pour cette contribution, pour le regard de l'industriel que tu es, donc chez Thales, où nous nous sommes côtoyés. Tout à fait. Quelques années. Alors, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant comme témoignage qui servira de conclusion à la deuxième partie, la partie dédiée à la réindustrialisation. La parole à Jeyen donc, qui est directrice du planning stratégique de l'agence EPOCA, qui va nous parler de l'identité des territoires et leur utilisation digitale. Merci beaucoup, Jeyen, d'être des nôtres. À toi la parole. Et je suis absolument ravie. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais surtout vous parler en fait de communication, mais aussi en fait des attentes des Français en matière de communication. Et plutôt que de parler, en fait, on a beaucoup parlé là aujourd'hui de connectivité, de transformation digitale. Moi, je vais plutôt vous parler de connexion en réalité, et surtout de la question en fait de comment finalement les territoires
peuvent aujourd'hui se connecter à leurs audiences au pluriel, puisque vos audiences sont multiples. Et finalement, on se rend compte que se connecter à ces audiences aujourd'hui, c'est un véritable défi, particulièrement pour les territoires. Et on se rend compte que finalement, il y a 2 nouveaux leviers de préférence aujourd'hui qui émergent fortement. Et c'est sûrement les conséquences de la crise sanitaire. Et ces 2 leviers, en fait, sont la proximité et l'utilité. Ils s'inscrivent fortement, en fait, dans les attentes des Français qui ont besoin, en fait, de solutions et de réponses. Et on se rend compte aussi que les opportunités, finalement, de la crise sanitaire qui ont fait émerger ces leviers de préférence-là font de la territorialité un marqueur qui est extrêmement fort. Donc, on a parlé justement de l'accélération de la digitalisation et bien entendu dans les usages de nos vies au quotidien. La crise sanitaire a vraiment contribué à accélérer ça. Donc, on part de la vie perso, mais bien sûr, ça se stretch en fait sur la vie professionnelle. Et le défi, en réalité, est vraiment de taille, puisque aujourd'hui, et je pense qu'on y fait tous face dans nos quotidiens, on a cette nécessité, en fait, d'émerger au sein d'algorithmes qui nous contraignent. On est dans une culture, finalement, du smartphone où on parcourt en moyenne 140 mètres de scroll quand même au doigt par jour. Et on est, en fait, dans cette culture du fil d'actualité et, en réalité, du temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque personne en France qui est connectée est soumis, en fait, à des dizaines de messages en une seule seconde. Donc, en fait, au-delà du discours, il y a un vrai défi sur la question de l'émergence. Et capter les audiences, faire entendre son message et demain, finalement, recruter sur les territoires, attirer des entreprises, attirer des touristes, attirer des résidents, attirer des salariés, devient en fait de plus en plus complexe puisqu'on est dans une guerre permanente de la différence. Et aujourd'hui, pour travailler cette différence-là et surtout composer avec, il nous faut 2 choses. Il nous faut, en premier lieu, nous connecter à notre audience à travers, en fait, la compréhension de ses attentes, c'est-à-dire travailler, en fait, la justesse des messages en résonance, finalement, avec ses attentes en termes d'engagement, d'utilité. Et de l'autre côté, il va falloir aussi se connecter à son audience en s'adaptant à ses usages. Donc, je vais rentrer en fait plutôt sur ces 2 points-là. Quand on se parle en fait de connaître des attentes, connaître les attentes en fait de ces audiences, on a réalisé il y a quelques mois une étude sur la crédibilité des entreprises qui met à jour des données en fait assez intéressantes sur les attentes en termes de sujets de la part des Français. La première chose déjà dont on se rend compte dans cette étude, c'est que finalement les élus locaux aujourd'hui sont des sources de crédibilité fortes. En premier lieu, on va avoir les scientifiques et les associations, mais finalement, les élus locaux vont les talonner avec 62% des Français qui les jugent crédibles aujourd'hui. C'est intéressant à comparer, par exemple, quand on regarde la crédibilité des membres du gouvernement, donc une échelle plus distanciée puisque nationale, et on bascule en fait à 32%, donc 62 et 32, et 41% pour les journalistes, qui est assez intéressant également. De l'autre côté, on se rend compte en fait que les Français attendent des prises de parole fortes, et je pense que les présidentielles et les législatives ont bien entendu exacerbé ça. Ils attendent des prises de parole fortes sur le champ socio-économique. Aujourd'hui, finalement, on attend bien entendu des territoires, puisque c'est leur mandat, mais aussi en fait des entreprises, qu'elles prennent la parole sur des sujets comme la relocalisation, comme la question du Made in France, la question de la relance économique française, mais également toutes les questions en fait de l'emploi. Pas uniquement d'ailleurs la création de l'emploi, mais également en fait l'évolution des modes de travail. Et bien entendu, en lame de fond permanente, la question du défi climatique et surtout de l'urgence thématique. Donc on se rend compte en fait que tous ces sujets-là sont justement des opportunités aussi de connexion en fait avec les audiences des territoires, puisque vous êtes les plus légitimes en réalité pour prendre la parole sur ces sujets. Le deuxième levier, c'est l'adaptation en fait aux usages. Et si je reviens à cette étude, c'est assez intéressant puisqu'on observe en fait des décalages entre les générations en termes d'usage et même en termes d'attente au niveau des prises de parole. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait des jeunes des 18-24 ans qui sont beaucoup plus intéressés par les thèmes en fait sociaux et sociologiques, c'est-à-dire qu'ils abordent par exemple l'emploi sur la question des modes de formation, de la parité, de l'égalité homme-femme, tandis que finalement, les populations plus âgées, donc de 65 ans et plus, vont être beaucoup plus intéressées en fait par la dimension plus économique, c'est-à-dire justement toutes les questions de relance en fait de la France, création d'emplois,
et évidemment la question des relocalisations. En termes de canaux de communication, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une donnée quand même que je voulais, une donnée, c'est surtout un constat que je voulais vous partager, c'est le décalage énorme en termes de crédibilité accordé aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que là où finalement chez les jeunes, c'est la source médiatique principale en fait qui est consultée et à laquelle on accorde en fait un crédit conséquent, de l'autre côté, on va assister finalement, plus on monte en âge, à une défiance qui va s'accroître. Donc là aussi, c'est se dire que les communications en fait des territoires et même les identités et leurs promesses doivent pouvoir en fait s'adapter aux usages dissociés et différenciés de chaque génération. Et dans tous les cas, on assiste quand même globalement à un alignement finalement entre les sujets attendus et la légitimité des territoires tout simplement à l'investir. Puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de crise plurielle, sociale, économique, géopolitique, environnementale, et même, je ne sais pas si vous le constatez au quotidien, une véritable crise du rapport au travail. Je regardais les chiffres, par exemple, récemment, il y a quelque chose d'assez symptomatique, c'est qu'on assiste en fait à une désertion, par exemple, de la participation au concours de la fonction publique territoriale. On a eu en fait une baisse de 33% quand même de candidatures à ces concours sur la fonction publique en l'espace en fait de 3 ans, entre 2014 et 2017. Et aujourd'hui, c'est une tendance en fait qu'on retrouve absolument partout. C'est-à-dire qu'on assiste à une véritable crise de vocation. Nous, en tant qu'agence, c'est des sujets qu'on est amené en fait à manipuler justement tous les jours. Et on sent vraiment cette accélération-là. Tout le monde peine à recruter. Tout le monde peine en fait à attirer les talents. Si je ressens en fait sur la question des identités des territoires, moi aujourd'hui avec un regard en fait plus de communicante évidemment, je m'aperçois en fait qu'il y a une espèce d'alignement des communications et on assiste à un mouvement où les communications de territoire se construisent contre. C'est-à-dire que vous parliez de libération en introduction, moi j'irais même finalement parler d'opposition et d'opposition en fait à la fois au monde d'avant et finalement les promesses de tous tourne autour du changer de vie par rapport au monde d'avant. Et ça, c'est vraiment la crise sanitaire qui nous a permis de révéler ça. Et changer de vie également par rapport justement à la notion en fait de centralité. Et ça se décline finalement avec le succès de la campagne de la Bretagne, par exemple, qui demande de passer à l'ouest, la promesse du plein emploi pour la Vendée, le match aspirationnel pour plein d'autres régions. On veut vraiment nous sortir en fait du métro boulot dodo et marquer une véritable rupture. Mais finalement, aujourd'hui, ces promesses d'évasion, en réalité, d'ailleurs qu'elles concernent le résidentiel ou le touristique ou l'économique, il y a un moment donné où tout le monde s'aligne en fait sur ces codes-là. Donc les messages, finalement, comment marquer la différence entre les différents territoires. Et en réalité, si on raisonne en termes d'usage, si on raisonne en termes d'attente générationnelle, on devrait être en capacité, en fait, à l'échelle d'un territoire, de pouvoir avoir une promesse qui permette la projection en fait individuelle. Puisqu'à chaque fois, finalement, on est beaucoup sur le collectif. Le sujet n'est pas de l'abandonner, mais aussi l'idée, c'est de le travailler en fait à l'échelle individuelle, puisqu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère en fait de l'affinitaire et le ciblage digital et social média nous permet en fait d'avoir cette finesse-là en communication. Donc finalement, c'est vraiment cette projection individuelle qui projette en fait dans un avenir plutôt qu'une construction en opposition à un modèle du passé en quelque sorte, qu'il va falloir investir. Et évidemment, si on investit l'avenir, aujourd'hui, à l'ère de la transparence absolue, quand on sait qu'aujourd'hui, chaque média, par exemple, est outillé justement d'une plateforme de fact-checking, que c'est rentré justement, la logique de fake news est complètement rentrée en fait dans nos usages, qu'on est capable en réalité de tout écouter, de tout découvrir et de tout vérifier, c'est-à-dire que les promesses d'avenir ne peuvent pas aller en fait sans preuve tangible. Et tout ce qu'aujourd'hui vous évoquez, en fait, sont de la matière demain pour communiquer auprès de vos différentes audiences. Parce qu'en réalité, tout ce qui est enclenché sont tout simplement des preuves tangibles qu'on va pouvoir travailler, nous, en communication, en affinité des messages et en affinité dans les usages. Donc finalement, moi, je conclurai là-dessus. C'est de se dire que le vous collectif, bien entendu, est à traiter, mais il y a aussi un palier finalement à franchir pour aller vraiment en fait vers le vous individuel. C'est-à-dire qu'on va vraiment en communication chercher à passer du pour tous à pour chacun. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Jeanne, pour tes analyses toujours très percutantes qui sont très complémentaires de ce que Rémi Paul a présenté précédemment et qui a rappelé aussi un des enjeux rappelés par Jean-Christophe Romantin de proximité.
Alors, on aborde la dernière partie. Il reste 2 interventions. Nous sommes donc en mesure de tenir les délais, puisque j'avais avancé l'une des dernières interventions à la première partie. Nous allons entendre maintenant, pour le dernier volet, donc le volet innovation, le président de la fédération Infranum, Philippe Legrand, que je remercie à nouveau d'être là, qui va nous parler des nouveaux usages et opportunités de développement économique permis par une meilleure connectivité des territoires. Personne, je pense, n'est mieux placé que lui pour aborder cette question. Donc, Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. J'espère que vous m'entendez bien. Maintenant. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Écoutez, effectivement, je suis très intéressé. Alors déjà, ravi de participer à cette réflexion collective ce soir, et puis ravi d'entendre tous ces témoignages complémentaires sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je voudrais donc juste vous rappeler que Infranum est la fédération des industriels numériques, du numérique, qui regroupe les équipementiers, les intégrateurs, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux, les bureaux d'études, enfin toute la filière réunie au sein de cette fédération qui a été créée maintenant il y a 10 ans. Et nous sommes les interlocuteurs de l'État, des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs privés sur tout ce qui touche aux infrastructures numériques. Bien sûr, les réseaux qui apportent la connectivité dans les territoires, mais aussi d'autres infrastructures, les data centers de proximité et tout ce qui va avec. Je ne reviendrai pas sur la question de la couverture en très haut débit de notre pays. Je vous rappellerai simplement que la France se distingue au niveau européen par le succès du plan France Très Haut Débit, puisque nous sommes très loin devant nos voisins européens, mais très très loin. Le deuxième est à des années-lumière de la France. Et d'ailleurs, nos voisins qui nous suivent, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, déploient de la fibre avec les entreprises françaises pour 25% des travaux qui sont réalisés. Donc ça se passe plutôt bien. On a cette chance d'avoir collectivement réussi, mais grâce à la coordination d'État et à l'intervention des collectivités, car nous ne pouvons réussir ce genre de projet que si il y a une mobilisation collective. Je voudrais donc aujourd'hui m'arrêter sur la question des territoires connectés. Ça fera un peu écho aux interventions précédentes et notamment à celle de Rémi Paul. Je voudrais rappeler avec vous les enjeux. Les enjeux des territoires connectés tels que les collectivités le perçoivent et tels que les industriels l'appréhendent. Les appréhendent sont des enjeux de mesure, d'optimisation et d'innovation. La mesure, puisque les territoires connectés sont un formidable moyen pour avoir une connaissance, notamment de l'air, des flux que nous consommons, et l'optimisation parce que nous cherchons à l'heure de la tentative de réduction de l'empreinte carbone à optimiser les ressources, et nous cherchons à ajuster les flux également de population dans nos villes, dans nos territoires. Et l'innovation, puisque rien n'est écrit aujourd'hui, nous sommes dans un no man's land. Il s'agit de défricher un peu quelques collectivités pionnières, quelques industriels innovants montrent la voie et réussissent à nous lancer sur les territoires connectés et durables. Il faut savoir que l'ensemble des projets, les projets sont conduits avec une double approche de connectivité bien sûr, mais aussi de développement durable. Les collectivités dans leur ensemble intègrent cette notion-là. Alors, nous avons des enjeux qui sont manifestes, mais nous avons aussi une énorme appétence. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rencontrer un élu sans qu'il ait conscience de l'importance pour lui de s'engager dans des projets de territoires connectés et durables. Tout le monde a cette sensibilisation-là, on parle de Smart City, tout le monde en a entendu parler et les élus veulent le faire. Par contre, ils ont un grand, et c'est la vigie des territoires connectés, notre observateur annuel. Chaque année, Infranum publie un observatoire. Et nous avons ajouté cette année une partie territoire connecté et durable que nous avons appelée la vigie des territoires connectés. Et il ressort de notre observatoire que les élus ont quand même une grande difficulté, et les collectivités dans leur ensemble ont une grande difficulté à évaluer et à définir a priori les indicateurs de performance de leur projet. C'est très difficile pour elles de passer du pourquoi au comment. Et nous avons un enjeu, nous avons un enjeu à industrialiser des modèles, c'est un peu le sens de nos actions au sein d'Infranum. Industrialiser des modèles, c'est essayer de caractériser les projets, et pour ça, nous avons identifié les cas d'usage les plus populaires, les plus répandus et auxquels répondent plus volontiers les collectivités.
Ça commence par l'éclairage public. En fait, tout ce qui est flux d'énergie ou flux de première nécessité sont des choses qui sont appréhendées en premier. Donc, l'éclairage public, l'eau, la gestion et la mesure de l'air sont 3 des 4 vecteurs d'usage les plus répandus aux côtés de la gestion des bâtiments publics. Alors, certes, ça peut paraître modeste, certes, ça n'est pas une approche, il ne s'agit pas d'une approche complètement transversale, on aurait pu parler de bien d'autres choses encore, mais au moins, ça présente l'intérêt de parler aux élus et de les engager dans cette voie-là. Ce que nous cherchons à faire, c'est que quand une collectivité a défini son schéma directeur pour le territoire connecté, lorsque la collectivité s'engage, nous tenons à ce qu'elle se dote des outils transversaux pour permettre la réplicabilité et l'industrialisation des projets. Donc l'appétence est forte, l'identification a priori des conditions de succès est insuffisante, et nous essayons à la fois d'éclairer par l'aide à l'expression de la demande, mais aussi par la formalisation d'une réponse industrielle qui soit pertinente, performante et qui aide les collectivités à se lancer. Enfin, nous avons une recherche d'émergence de projets concrets et on a évoqué avec notamment Rémi Paul la question de la bonne pertinence du territoire. Le territoire pertinent, c'est le territoire de projet, c'est le territoire qui permettra une mutualisation d'approche et puis une appropriation des élus. Donc le territoire pertinent, bien entendu, c'est plus difficile pour une collectivité de 500 habitants ou de 2000 habitants d'avoir une approche transversale, réfléchie et complète. Et l'intercommunalité est un très bon vecteur, voire même l'intercommunalité organisée au niveau départemental. On a la chance en France d'avoir des syndicats mixtes d'aménagement du numérique dans chacun des départements français. Et c'est une très bonne échelle parce que ça permet d'impulser des démarches à la fois stratégiques et opérationnelles. Donc, nous travaillons à l'expression politique. Il y a des appels à projets sur les territoires innovants. Cet appel à projets, et je terminerai là-dessus, a été un énorme succès. C'est-à-dire qu'il y a 4 vagues d'appels à projets. Le fonds a été doté de 30 millions d'euros. Ne serait-ce que la première vague de projets a dépassé l'enveloppe attribuée à tout le monde. Si tout le monde était lauréat, on dépasserait et de très loin la première enveloppe sur l'ensemble des 4 vagues. C'est la raison pour laquelle nous avons formulé beaucoup de demandes dans le cadre des élections présidentielles. Je vous renvoie, si vous voulez approfondir nos demandes, aux 30 propositions que nous avons formulées. Nous avons reçu les représentants des candidats à l'élection présidentielle et ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec les équipes de campagne. Nous avons un nouveau gouvernement en cours de finalisation. Nous avons de nouveaux députés et des anciens qui ont été reconduits et nous comptons beaucoup sur l'appui politique pour reproduire au niveau des territoires connectés le succès du plan France Haut Débit et dont je rappelle qu'il a été possible car il y a eu des industriels mobilisés pour apporter une réponse industrielle complète, des collectivités qui avaient été sensibilisées et qui savaient faire une expression politique de leurs attentes et une mesure de leurs attentes, et un État qui avait organisé le schéma global de concertation et d'investissement dans les territoires. Il nous faut la même chose pour les territoires connectés et durables. C'est un enjeu de compétitivité nationale. Je terminerai même par quelque chose qui n'est pas du tout un satisfecit, mais un paradoxe. Savez-vous que nous avons beau vivre dans un pays merveilleux, on pense en France que nous vivons dans un enfer, mais c'est totalement inexact. Nous avons beau vivre dans un pays merveilleux qui est en avance sur les infrastructures numériques. Nos entreprises, les PME, les TPE, sont les 18e en Europe en matière de digitalisation. Ça renvoie un peu au témoignage précédent sur ce qu'il convient d'impulser comme sensibilisation et comme démarche, le regard aussi qu'on doit porter sur le digital. Je pense que c'était très intéressant tout ce qu'on a dit précédemment et ça vient bien compléter ça. Donc voilà, on est dans une France qui a besoin de plans, qui a besoin d'un État fort, mais qui ne réalise que par les territoires. Donc c'est la conjugation de tout ça qu'il faut réussir à faire et avec une industrie bien portante et suffisamment engagée pour apporter des réponses concrètes, j'espère que les ingrédients seront au rendez-vous une fois encore pour plonger la France dans l'aventure digitale de ces 10 prochaines années. Merci infiniment, Philippe, pour cette intervention. Vous avez remis en avant, c'est la 3e fois qu'on entend ce soir, l'intercommunalité comme un échelon pertinent pour mettre en avant le rôle des territoires. Merci beaucoup, encore une fois, et je tiens à souligner aussi la qualité du travail fourni par Infranum, par le lien nécessaire
qu'il fait entre les entreprises et le gouvernement, hein, vous en avez parlé, à travers notamment le contrat stratégique de filière. Merci encore de ces interventions et nous allons terminer avec une intervention d'un représentant du Cyberpeace Institute, donc une organisation basée à Genève. Alors pour ceux qui ont suivi, c'est une organisation que je viens de rejoindre il y a quelques jours. Donc Stéphane Duguin, son directeur général, n'a pas pu être de notre ce soir malheureusement, et c'est le directeur des opérations que nous allons entendre, Adrien Auger, donc mon nouveau collègue. Je suis très heureux de l'entendre. Il va nous parler des cybermenaces qui pèsent sur les territoires et des solutions qui peuvent être apportées sous un angle particulier que je lui laisse présenter. Et puis je conclurai ensuite très rapidement la séance. Nous devrions finir exactement dans les temps, à 19h, comme nous l'avions prévu. Adrien, c'est à toi. Merci beaucoup Vincent, bonjour à tous, c'est un plaisir et puis un honneur aussi pour moi de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur les activités de l'Institut et puis comment est-ce qu'elles contribuent aux écosystèmes de cybersécurité locaux. Je me suis rappelé au bon souvenir de mon début de carrière à l'Agence française de cybersécurité en écoutant les différents intervenants aujourd'hui et il y a plus d'une dizaine d'années, je me souviens qu'au CERT français, qu'on appelait à l'époque le CERTA, donc l'équipe de réponse à incidents, on passait beaucoup de temps à aider les mairies qui se faisaient défigurer à reprendre leur site web. Et puis, sur les 10-15 années suivantes, il y a eu une évolution majeure de la cybersécurité en France, à laquelle j'ai pu prendre part un petit peu avant de partir pour travailler dans des fonctions plus internationales, au niveau européen notamment. Mais voilà, mon premier message pour vous, c'est qu'en France, et je peux vous le dire de mon expérience internationale, on a quand même un bel écosystème de cybersécurité, que ce soit au niveau national à Paris et puis au niveau vraiment au niveau local aussi, hein. Tout à l'heure, l'initiative dont parlait Louise, là, pour moi, c'est une vraie belle initiative qui a le mérite, voilà, qu'il faut qu'on souligne encore plus au niveau notamment international. Vous savez peut-être, j'espère, que la France est dotée d'un campus cyber aujourd'hui à Paris qui va avoir des volets régionaux, donc qui va amener de la cybersécurité au plus près des territoires. Donc ça aussi, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis c'est un modèle, je pense, que d'autres pays vont vouloir implémenter. Nous, l'Institut est basé en Suisse, donc c'est pas forcément encore quelque chose qui est en place localement, même si voilà, avec les cantons, les 26 cantons suisses, il y a de la cybersécurité au niveau territorial aussi, mais peut-être pas forcément de la même manière, avec ces idées de campus qui ramènent des acteurs publics et privés ensemble. Voilà, il y a aussi une protection, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais pour les citoyens français, hein, qui n'existaient pas il y a quelques années et qui n'existent pas dans la majorité des pays, que ce soit notamment avec les activités de cybermalveillance, qui aident vraiment la population à se défendre contre les cybermenaces. Donc voilà, mon premier message, c'est la France est un acteur majeur de la cybersécurité au niveau international, mais elle fait relativement bien les choses au niveau national aussi, et puis au niveau territorial. Alors bien sûr, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais pour moi, c'est vraiment un premier message d'optimisme. Voilà. Là où peut-être la France peut encore faire plus, et là où la Suisse peut-être joue un rôle un petit peu différent, c'est dans la protection du secteur humanitaire et puis la protection des populations les plus vulnérables. C'est parfois difficile, hein, même dans les territoires, d'aller aider des populations qui dépendent, voilà, malheureusement de manière critique, d'organisations non gouvernementales, que ce soit, alors en France, ça va plutôt être pour des thématiques liées à la pauvreté ou l'accès à l'éducation ou l'information, mais dès qu'on part dans des pays en voie de développement, on est sur des problématiques très critiques d'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, d'accès aux soins. Et les organisations non gouvernementales jouent un rôle majeur. Et là où il est difficile pour elles de bénéficier des protections auxquelles on peut avoir accès en France tout particulièrement, c'est que les organisations non gouvernementales en fait existent là où les gouvernements et puis les organisations du secteur privé n'existent pas. Elles adressent un besoin qui n'est pas aujourd'hui auquel ne répondent pas les acteurs existants. Et donc pour ces organisations, c'est parfois très très compliqué de se protéger contre les cybermenaces. Et donc de protéger les bénéficiaires qu'elles protègent, les populations vulnérables avec lesquelles elles protègent. Alors,
Au-delà même des ONG, un vrai problème en France qu'il y a eu notamment pendant la pandémie, ça a été les attaques par rançongiciel contre des hôpitaux, donc prenant en otage les patients et puis menaçant leur santé très directement. On a eu des cas très compliqués qui ont été évoqués dans la presse, notamment en Allemagne. Alors même si la mort d'un patient n'a pas été complètement imputée à une attaque par cyberattaque, voilà, une patiente est décédée dans une ambulance parce que l'hôpital auquel elle était assignée faisait face à une attaque par rançongiciel et ne pouvait donc pas la recevoir. Donc il y a quand même des impacts assez significatifs et nous, côté Institut, on a énormément analysé ces impacts. Donc, je vous invite à regarder d'ailleurs sur le site de notre Institut pour prendre conscience un petit peu, prendre la mesure des impacts que peuvent avoir des attaques cyber contre des populations vulnérables qui peuvent donc avoir lieu aussi dans des pays développés en France, dans des secteurs sous tension, donc hôpitaux durant la pandémie notamment. Voilà, nous, côté Institut, donc pour information, si Vincent, je ne sais pas si tu l'as fait avant, mais l'Institut est également une organisation non gouvernementale, donc je l'ai mentionné, basée à Genève. Nous veillons à la stabilité du cyberespace et très concrètement, en fait, on cherche à apporter aux grands décideurs, que ce soit côté public, à Paris, mais aussi à Genève, à Washington, et puis dans tous les pays du monde, mais aussi des grands décideurs du secteur privé, donc par exemple côté Thales et autres grandes entreprises qui font la cybersécurité aujourd'hui. On essaye de leur apporter des éléments tangibles d'information quant à la gouvernance du cyberespace et puis à la réglementation du cyberespace pour que ces instances de gouvernance, les règles qu'on met en place, visent à protéger un petit peu plus la vie humaine. Donc pour cela, on fait beaucoup de travaux d'analyse sur justement les impacts sur la vie humaine des attaques cyber. On vient par exemple de sortir une plateforme d'analyse très détaillée, malheureusement, elle est très détaillée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le volet cyber du conflit actuel en cours en Ukraine. Avec des conséquences sociales énormes, en plus de l'impact physique des bombes russes. Et donc je vous invite aussi à regarder ça un petit peu pour voir comment est-ce que des populations qui sont rendues vulnérables par un contexte géopolitique sont encore plus victimisées au travers du cyberespace. Nous, dans la mesure du possible, on essaye d'étoffer les analyses telles que celles que je vous invite à regarder sur notre site, d'éléments de terrain. Donc on reste une petite ONG, on n'a pas les capacités d'un service étatique français pour déployer des gens à droite à gauche pour prendre forcément des informations très sensibles de terrain, mais par contre on essaye d'avoir un réseau quand même large. Donc on a des gens qui travaillent dans différentes régions du monde qui peuvent être au plus proche des organisations non gouvernementales dans ces régions et donc des populations vulnérables pour essayer de faire remonter les difficultés qu'elles rencontrent et puis aussi pour leur apporter une aide très concrète. Donc pour ça, on anime un réseau de volontaires qui s'appelle les Cyber Peace Builders qui aident les ONG à se défendre contre des cyberattaques. Parce que oui, malheureusement, des organisations gouvernementales qui protègent les plus vulnérables sont la cible régulière d'attaques cyber, avec des criminels qui se rendent compte que des ONG, les ONG dans le monde lèvent plus d'un trilliard de dollars, donc 1000 milliards de dollars par an. C'est des sommes énormes en fait qui intéressent les cybercriminels parce qu'ils savent aussi que les organisations non gouvernementales n'investissent que peu dans la cybersécurité et bien souvent les organisations philanthropiques qui les financent les empêchent d'investir sur ces thématiques-là en leur demandant d'investir plutôt sur des thématiques terrain au plus proche des populations, ne se rendant pas compte en fait que les menaces cyber qui pèsent contre ces ONG sont bien réelles et puis peuvent mettre en danger, mettre en péril jusqu'à la vie en fait des populations vulnérables qu'elles protègent. Là, en début d'année, le Comité international de la Croix-Rouge a été ciblé par une attaque étatique. Hier encore, on avait le directeur de la sécurité informatique du CICR qui faisait une présentation dans un événement qu'on organisait et qui nous expliquait effectivement les menaces réelles qui ciblent son organisation et dans le cas de l'attaque là, plutôt cette année, 1 demi-million de réfugiés. Donc ça reste un secteur qui est malheureusement ciblé et qui n'a pas beaucoup de ressources pour se protéger. Donc nous, au travers de notre initiative des Cyber Peace Builders, on essaye en fait de créer des écosystèmes locaux, des réponses au niveau local, de connecter donc des entreprises locales qui peuvent aider des ONG locales à monter en compétences cyber. Alors bien évidemment, il y a des pays dans lesquels les compétences cyber sont assez disparates et donc c'est parfois difficile de créer une connexion vraiment au niveau local.
mais on essaye le plus possible parce que c'est ce qui permet de créer déjà un premier lien de confiance et puis d'avoir un impact sur la durée. Hein. Quand on crée des liens vraiment au niveau local, au niveau territorial, on s'assure qu'il y a une certaine continuité, plutôt que des modèles d'assistance qu'on appelle in and out, avec des gens qui viennent de loin et puis qui repartent après parce qu'ils font pas partie de l'écosystème local. Voilà. Bon, je conclurai simplement sur une dernière, peut-être un dernier élément qui est que pour nous, la cybersécurité des plus vulnérables, et pour moi qui ai travaillé dans le secteur public, gouvernemental, secteur privé aussi, je me rends compte que la protection des plus vulnérables, c'est un enjeu critique de société. Simplement parce que si dans le cyberespace, les populations les plus vulnérables peuvent être attaquées, comment est-ce qu'on va demander à nos enfants de faire confiance à ce cyberespace? Comment est-ce qu'on va leur dire d'aller sur le métaverse quand ils savent que des orphelins se font attaquer, que des malades, des personnes âgées, isolées, sont attaquées, leurs données sont volées, leur argent est volé, les services dont ils dépendent de manière critique sont sont dérangés, sont disruptés, si on peut dire. Voilà, pour moi, c'est une vraie question et je pense qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit au niveau des Nations Unies ou au plus proche du terrain, au plus proche des territoires, pour protéger les plus vulnérables, pour pouvoir avoir un Internet de confiance demain. Je vais m'arrêter là. Vincent, je te repasse la parole. Merci beaucoup Adrien, et parfaitement dans les temps puisqu'il est 19h pétante. Mais merci, hein, c'est une conclusion qui est extrêmement intéressante d'évoquer les conséquences humaines des cyberattaques, hein, dont on a une représentation un peu virtuelle parfois, un peu abstraite. Et le fait que le Cyber Peace Institute travaille sur justement les populations vulnérables montre quelles conséquences elles peuvent avoir, lourdes conséquences elles peuvent avoir. Alors, merci infiniment. Je vais très rapidement conclure, d'abord en version Corinne à ma gauche, qui est en charge des partenariats et de la communication au sein du système de territoire. Et donc, je tenais à ce qu'elle soit à mes côtés ce soir. Et je la remercie encore beaucoup pour le travail formidable qu'elle fait en alimentant les 2100 membres du think tank qui reçoivent les informations, qui reçoivent nos liens, qui pourront aussi voir en replay l'enregistrement de cette séance. C'est aussi un des intérêts. Tout le monde ne l'aura pas en direct, mais beaucoup nous demandent l'enregistrement et le passe ensuite dans les administrations territoriales, dans les universités. Je remercie aussi David Desmond, à qui je laisse la parole pour le tout dernier mot, donc de l'agence BBK qui accompagne le système de territoire aussi dans son développement. Et ce sera le mot de la fin. Donc David, si tu veux bien dire quelques mots avant que nous disions au revoir à tous ceux qui ont la gentillesse de nous suivre ce soir. David ? Merci Vincent. Et non, c'est juste pour un court témoignage terrain, puisque nous sommes un groupe d'agences marketing de communication historiquement parisien, dont une de nos enseignes est trentenaire. Aujourd'hui, on a eu une implantation dans les territoires, notamment sur la région Occitanie, il y a un peu plus de 2 ans, avec aujourd'hui un siège social dédié à Castres et 2 autres bureaux à Toulouse et une ouverture bientôt à Montpellier. Et finalement, ce que l'on note, c'est que la transformation digitale, qui auparavant était un sujet sur la table pour les entrepreneurs, devient aujourd'hui une vraie priorité, avec l'ensemble des points de dynamique que l'on a pu évoquer pendant toute la conférence, avec juste un petit bémol sur les outils, les moyens de communication, puisqu'effectivement, on note tout de même une certaine réticence de certains entrepreneurs à communiquer auprès des GAFA et du coup, une préférence, somme toute, pour les médias locaux. C'est vrai qu'on a fait une étude il y a 2-3 mois auprès de 200 entrepreneurs de la région du Tarn, et on s'est rendu compte que 2 de leurs médias de préférence restaient l'affichage local et la presse. Donc effectivement, le digital, le tout digital n'est pas absolument pérenne dans certaines régions, et il y a encore certains points de dissociation. Et finalement, pour conclure, je dirais que la transformation numérique, qui est désormais un enjeu de priorité pour eux, mais doit somme toute s'intégrer dans une transition écologique et en tout cas dans une stratégie RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que de nombreuses sociétés
vont commencer à regarder l'impact de leur transition digitale sur leur empreinte carbone notamment, ou en tout cas sur leur écosystème RSE. Donc, on voit des sociétés qui font appel à des sociétés d'infrastructures de seconde main pour économiser et ne pas acheter du matériel informatique neuf. On voit également des sociétés faire appel à des sociétés d'intelligence artificielle pour optimiser leur impact d'éco-transition. Voilà. Merci Vincent. Merci beaucoup David, merci beaucoup à tous. Je suis désolé, il y avait des questions, mais je tiens beaucoup, c'est un de nos engagements à ne pas dépasser du temps convenu. Nous avons dépassé de 4 minutes, ce qui est tout à fait acceptable. Les questions, nous pouvons les traiter, les transmettre à ceux à qui elles s'adressent et donner, si vous le voulez bien, je parle aux intervenants, vos emails pour leur permettre de vous poser ces questions. Merci encore infiniment à tous. Très bonne soirée et à bientôt avec le think tank Territoire. Merci encore, très bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.